Cette web diffusion vous est présentée par Sport Expert, fier partenaire des Jeux du Québec. En direct du Collège Saint-Bernard de Drummondville, vous écoutez la retransmission de la compétition de badminton de la 50e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean Allard en compagnie de Christian Guibourg. Bonjour Christian. Bonjour. On est maintenant rendu au match de double mix de ce tournoi à la ronde par équipe. Alors que pour Montréal, Lambert Harvey et Émilie Char feront face à Cassandra Bergeron et Nicolas Mazuet de Chaudière-Appalaches. Quelques mots sur ces athlètes. On a vu en double féminin Émilie Char. Première présence pour Lambert, pour Cassandra et pour Nicolas dans ce tournoi à la ronde. Quelques mots sur les athlètes. On a vu qu'Émilie a gagné sa première rencontre en double féminin 2. Associée à Catherine Plante-Gontier. Donc Émilie, c'est une joueuse assez performante, que ce soit en simple, en double, elle est toujours dangereuse. Lambert Harvey, c'est un joueur que je ne connais pas de Montréal, mais c'est la beauté des Jeux du Québec, là encore, parce que c'est des joueurs qu'on ne connaît pas systématiquement. Ce n'est pas des joueurs qui font les réseaux spécialement de Badminton Québec. Donc c'est des joueurs inconnus, mais ça semble être un joueur qui, en mixte, a l'air de bien défendre sa peau. Il la défend chèrement. Donc on va leur souhaiter bonne chance, parce qu'en face, donc Cassandra Bergeron, Nicolas Mazuet. Alors là encore, deux joueurs de Chaudière-Appalaches qui ne participent pas beaucoup aux compétitions sanctionnées par Badminton Québec. Mais par expérience, les joueurs de Chaudière-Appalaches sont toujours difficiles à battre. Ils ne s'avouent jamais vaincus. Et c'est une force de Chaudière-Appalaches. Ce que je comprends de ton commentaire, c'est qu'ils jouent plus au niveau du réseau scolaire que du réseau civil, si on peut dire, de badminton. C'est ça, avec leurs différents collèges. Ils vont certainement jouer d'ailleurs la finale collégiale qui va avoir lieu au mois d'avril. Certainement. Mais ça reste toujours des joueurs qu'il ne faut jamais sous-estimer. Jamais, jamais. On vérifie le volant. On est prête pour le match. C'est parti. Au service, Cassandra Bergeron de Chaudière-Appalaches. Bonne différence de gabarit entre Lambert et Émilie. Oui. En espérant qu'ils l'utilisent à leur avantage. Quand on a une grande différence de grandeur comme ça, est-ce qu'on va plutôt jouer devant-derrière ou on peut aller côté-côté également? D'une manière générale, dans le mixte, ça va être devant-derrière. Ah oui? OK. C'est très rare, à moins d'avoir une partenaire en mixte qui soit forte, qui ait un match puissant. Mobile, généralement. Ça ne veut pas dire que c'est tout le temps là, mais dans de grandes proportions, la fille donc va jouer au filet et le garçon va jouer derrière pour essayer de frapper des volants ou de faire des amortis pour que les adversaires fassent un contre-amorti. Et là, la personne qui est au filet va peut-être essayer de pouvoir placer un point rapidement. Je dirais que c'est un petit peu la technique de base du mixte. Mais là encore, à ce niveau-là, c'est souvent ça. Au niveau international, on peut rencontrer des joueuses qui sont capables de jouer aussi rapidement, aussi fort qu'un homme. Donc là, à ce moment-là, ça peut être côté-côté. Et puis, ça va devenir côté-côté si la force des choses, si le jeu l'exige. Donc, mais c'est quand même principalement la fille qui va jouer devant et le garçon qui va jouer derrière. Est-ce qu'on utilisera la stratégie côté-côté quand on veut jouer un jeu plus défensif? Par exemple, mais en mixte, là encore, c'est vraiment un jeu. On ne va pas essayer de mettre un point avec un smash ou de mettre un point direct. On va essayer de faire des amortis pour que l'adversaire n'ait pas d'autre choix que de lever le volant pour pouvoir ensuite marquer un point plus facilement. Parce que, comme je disais, c'est pas facile de marquer maintenant un point en se matchant. Le volant, il va revenir.
À arriver à un certain niveau, là, les joueurs, ils renvoient le volant, il n'y a pas de problème. Donc pour mettre un point, c'est plus trop la force. Ça va devenir un petit peu l'usure du joueur, de jouer, comme je disais, sur son revers systématiquement, parce qu'à un moment donné, le revers qui va revenir va être moins fort. Et puis surtout, c'est ça, c'est d'essayer de faire des amortis qui vont être bien placés et qui vont obliger l'adversaire à faire un contre-amorti parfait. Et un contre-amorti parfait, c'est pas facile. Donc il suffit que le volant passe le filet 20 cm au-dessus du filet, et là l'adversaire va tout de suite pouvoir conclure le point. Et c'est plus facile de conclure un point comme ça qu'un point en se matchant. Parce que les échanges durent longtemps en double, quand même. Ça dure plus longtemps qu'un simple, surtout en double femme, où je disais, comme je disais tout à l'heure, les femmes ayant moins de puissance. On va y aller plus en finesse. C'est ça, on va essayer de fatiguer son adversaire, on va essayer de faire en sorte qu'elle se place mal, qu'elle sache plus trop où se placer pour pouvoir venir mettre un point. On vous rappelle que dans ce tournoi, bon, avec 7 terrains occupés, on n'a pas de pointeur. Donc c'est dur pour nous de suivre le pointage du match. C'est ça, on peut suivre le pointage de la rencontre. Ouais. Mais c'est difficile de suivre le pointage du match. C'est ce qu'on vous met là, sur les tableaux au niveau des pointages. C'est les résultats des matchs. Donc Montréal qui mène 2-0 maintenant, après le double féminin, et le premier double féminin et le premier double masculin. Petit rappel pour les personnes qui désiraient refaire leur fond de raquette. Nous avons une personne disponible ici pour préparer ou refaire un fond de raquette. Si vous voulez de l'information, juste vous présenter à la table de contrôle, s'il vous plaît. Merci. La discussion sur le pointage, ça peut arriver en fait entre les équipes que s'il n'y a pas une équipe qui prend l'initiative de donner le pointage aux adversaires, et si pendant quelques points personne ne prend cette initiative, à un moment donné les joueurs ne savent plus trop. On peut s'y perdre. Quel est le pointage? Parce que ça va vite, puis donc c'est pour ça que c'est important de donner le pointage à l'adversaire, puis l'adversaire va acquiescer en disant ok, si j'annonce 5-2, puis que l'adversaire me fait un signe de la tête, ça veut dire qu'il est d'accord, on peut continuer. Mais des fois, ce qui se produit, c'est qu'un joueur pense qu'il mène, je vais exagérer, mais 8-2, puis l'adversaire va dire, eh non, hein, il y a 4-4. Alors là, on est loin du compte, là. Et là, c'est un des travaux de l'arbitre. C'est que quand les joueurs ne sont pas d'accord, ben là, l'arbitre va être appelé, parce qu'à un moment donné, il faut régler le litige. Bien souvent, les joueurs ou les équipes ne débordent pas de leur bien fondé sur le pointage. Et donc là, l'officiel, souvent, quand c'est moi, je vais arriver puis je vais leur demander, je vais leur dire quel est le pointage que vous vous souvenez. Parce qu'il y en a, il va me dire il y a 8-2, l'autre va me dire il y a 4-4. Je vais dire ok, on ne s'entend pas du tout. Donc là, quel est le pointage, le dernier pointage où vous êtes sûr dont vous vous souvenez. Puis des fois, ils ne débordent pas. Quand avez-vous arrêté de compter? Et là, des fois, les joueurs ne débordent pas. Non, non, c'est 8-2. Non, non, c'est 4-4. OK. 0-0. On recommence. Et c'est une leçon pour les joueurs également. C'est ça. Généralement, 0-0. Et pourquoi 0-0? Parce que 0-0, je suis sûr qu'à un moment donné du match, c'était 0-0. Il y avait 0-0. Ça, moi, là, arbitre, j'en suis sûr. Je n'ai pas suivi votre match. Je ne peux pas vous dire s'il y a 8-2, 4-4. Puis je ne veux pas prendre avantage pour vous. Je ne sais pas. Puis, comme la discussion, il faut qu'on l'arrête, c'est 0-0. Et là, bien souvent, ah oui, non mais ok, oui, je me souviens maintenant. Ah. Il y avait 6-2 ou il y avait 6-4. Puis là, oui, effectivement, il y avait 6-4. Parfait, 6-4. On recommence à 6-4 et jouer. C'est ça. Parce que, mais ça pourrait arriver à 15-15, ça pourrait arriver
On est à la pause de 11 du premier set. Je pense même que la manche a été gagnée puisque les joueurs ont changé de demi-terrain. En début du deuxième set. Et là, vu que c'est Émilie donc, qui sert, c'est donc la région de Montréal qui a remporté la première manche. Donc la deuxième manche en cours. Alors là, ça évolue un petit peu sur les autres terrains. On peut voir que le Lac-Saint-Louis mène toujours 2-0 face à l'Estrie, mais que l'Outaouais donc vient de marquer un 3e point contre la Mauricie. Donc là, l'Outaouais encore une victoire et ils auront en fait, ils auront gagné leur rencontre, mais ils devront finir les 3 derniers matchs restants. Donc Rive-Sud mène toujours 2-0. Sud-Ouest mène également toujours 2-0 face à Laval. La Côte-Nord toujours 2-0 face à l'Indre-Dière et Capitale Nationale donc 2-0 face à Bourassa. Là, attention au service. Donc il y a des règlements assez stricts en ce qui concerne le service. Donc en fait, il y a je dirais qu'il y a 3 choses importantes à savoir pour le service. La plus importante, c'est que l'impact de la raquette avec le volant doit se faire sous la taille. La taille, alors, qu'est-ce que c'est que la taille? Il y en a, ils vont dire c'est le nombril, d'autres c'est la dernière côte flottante. Ce qui est important de retenir quand on regarde un service, c'est que le volant, un service court je parle, le volant doit monter, franchir le filet avant de redescendre. Un volant qu'un adversaire se prend dans les yeux, entre guillemets, c'est qu'au départ il était trop haut. Donc je dirais que c'est un moyen de savoir si le volant a été frappé sous la taille ou plus bas. La deuxième chose, c'est que la raquette doit être inclinée. Sous le poignet. Alors en fait, alors par le passé, il fallait que la tête de raquette soit nettement inclinée. Maintenant, c'est juste incliné. Ça peut être un demi-degré, là. Donc ça, c'est pareil, c'est important. La raquette doit être inclinée et donc l'impact avec le volant doit se faire sous la taille. Et la troisième chose, c'est que le joueur doit rester statique. Quand je dis statique, ça ne veut pas dire immobile. Ce n'est pas une statue de pierre, sinon il ne pourra jamais faire le service. Mais c'est qu'en fait, une partie de ses 2 pieds doit toujours être en contact avec le sol, mais d'une manière statique. C'est-à-dire que le pied ne peut pas glisser pour avancer ou pour reculer. Donc on ne peut pas s'avancer en faisant le service. Non. Dès que la raquette part vers l'avant, le service est démarré. C'est-à-dire que ce qui peut arriver des fois chez certains joueurs, c'est qu'ils commencent leur service, puis ils ratent le volant. Le volant tombe sans qu'ils aient pu le frapper. Puis là, c'est à recommencer parce que j'ai pas frappé le volant. Non. Dès que la raquette part vers l'avant, le service est commencé. Donc si on rate le volant, on fait une faute. Donc là, le point part à l'adversaire. Évidemment, il y a des règles, on va dire, qui sont basiques. On n'a pas le droit de mettre le pied sur la ligne. Sur la ligne qui définit la zone en sachant que les lignes sont à l'intérieur des zones qu'elles délimitent. Les lignes extérieures comptent. Si le volant tombe sur une ligne du terrain, une ligne extérieure, le volant est bon. Donc c'est important également de ne pas mettre le pied sur la ligne, que ce soit pour le serveur ou le receveur. Et la dernière chose, en fait, il faut que le mouvement soit continu. C'est-à-dire on ne peut pas faire un service en 2 temps. Avec un coup de raquette qui va aller de la gauche vers la droite, et ensuite on arrête et on fait un autre mouvement. Ça ne marche pas. Il faut vraiment que le mouvement soit continu vers l'avant. La décélération et l'accélération sont autorisées, mais pas l'arrêt. L'arrêt, ce n'est pas une accélération, une décélération, c'est un arrêt. Et ça, c'est interdit. Il faut que le mouvement vraiment soit continu pour que le service soit jugé correct. C'est ce que tous les entraîneurs doivent apprendre à leurs joueurs parce qu'on se rend compte que
plus le joueur est petit, plus il va avoir tendance à servir haut. En se disant, ben oui, je suis petit, donc si je veux que mon volant arrive à passer au-dessus du filet, il faut que soit je me mets sur la pointe des pieds, ce qui n'est pas interdit, ou alors je serre au-dessus de la taille. Et si là, il serre au-dessus de la taille, c'est une faute. Donc là, on vient sanctionner le joueur en lui faisant perdre le point. Parce que, service trop haut. Donc je dirais que c'est la faute la plus courante au service. C'est des joueurs et des joueuses qui servent trop. Le fait que le mouvement soit continu, il y a très rarement des fautes. Le pied sur la ligne, ce serait une erreur d'inattention. Ça peut arriver, mais ça va arriver une fois. Est-ce qu'on doit être immobile? On doit être statique. Donc en fait, si on vient lever un pied, je pars ma raquette alors que j'ai un pied qui ne touche plus le sol, je commets une faute. Là encore, pourquoi on pourrait dire il ne fait pas de mal? C'est juste que si on devait jouer contre quelqu'un qui est grand, le fait de l'obliger à avoir une partie de ses deux pieds qui touchent le sol, ça l'empêche de se lever sur une seule jambe et de profiter de sa hauteur pour faire un service qui viendrait tout de suite risquer de mettre un point. Donc pour empêcher ça, on ne pourra pas empêcher les joueurs d'être grands, mais on peut les empêcher de se faire plus grands qu'ils ne sont en leur imposant qu'une partie de leurs deux pieds touche le sol. Bien souvent, on pense que les règles sont faites pour embêter les joueurs. Ils sont juste, les règlements sont faits pour que le jeu soit équitable. Qu'on soit petit, grand, gros, maigre, bleu, vert. Il faut essayer de faire en sorte que chacun ait les mêmes chances pour gagner. Après, il y a les habiletés physiques. Ça, on doit simplement compter sur nos habiletés physiques. C'est ça. Exactement. C'est ça. Et on ne doit pas compter sur des règlements qui pourraient nous donner un avantage. C'est important. Et les joueurs, des fois, ont du mal à saisir, pensent que les règlements sont juste faits pour les brimer. Mais quand on leur explique que c'est pas fait pour les brimer eux, c'est fait aussi pour que quelqu'un qui pourrait jouer contre eux n'en profite pas. Et là, tout de suite, l'attitude change. Quand on leur explique les gens, oui, j'avais pas pensé à ça. Effectivement. Et donc, du coup, ils changent un petit peu leur attitude d'une manière plus équitable. Du prochain coup du côté de Lambert Harvey et d'Emily Char. Ça, Emily qui a déjà gagné le double féminin, là, si elle gagne le mixte, pour elle, ce sera mission réussie contre l'équipe de Chaudière-Appalaches. Alors, Christian, on vient d'assister à la 3e victoire de l'équipe de Montréal sur Chaudière-Appalaches. Le double mix remporté par la région de Montréal. Lambert Harvey et Emily Char qui, elle, remporte son 2e match
dans ce tournoi par équipe. Donc, victoire remportée contre Cassandra Bergeron et Nicolas Mazuet de Chaudière-Appalaches. Alors, Christian, est-ce qu'on peut justement, on a parlé de la compétition par équipe, 3 garçons, 3 filles, et peux-tu nous parler un petit peu de la stratégie, comment on doit composer nos équipes, soit de double féminin ou de double mix, car seulement, chaque athlète peut seulement jouer 2 matchs. C'est ça, c'est qu'on autorise à chaque athlète de participer à 2 matchs dans une rencontre. C'est pour ça, en fait, comme il y a 2 doubles féminins, un double mixte, un simple féminin, un simple masculin, 2 doubles masculins, en fait, ça correspond, si on veut, à 6 parties. Donc, comme il y a 3 filles, 3 garçons, donc ça veut dire 2 parties par fille ou par garçon. Après, la petite subtilité, c'est qu'on ne peut pas, au Jeu du Québec, c'est qu'on ne peut pas, la même personne ne peut pas faire le simple et le mixte, que ce soit la fille ou le garçon, parce que ça, en fait, ça signifierait que les 2 équipes de double soient identiques, ce qui est interdit au Jeu du Québec. Donc en fait, la stratégie, ça va être d'essayer d'arriver à avoir une équipe homogène. Donc aussi bien des joueurs qui seraient capables d'apporter des points en simple ou en double. Parce que si une équipe ne faisait confiance qu'à ses garçons, ben en fait, ça ne leur assure qu'un certain nombre de matchs, ça leur assure que 3 matchs. Donc ça prend vraiment une équipe homogène. La tactique surtout également, c'est de voir l'équipe qu'on va rencontrer et de voir quelles seraient les forces et les faiblesses de cette équipe et d'essayer de deviner quels alignements ces équipes vont faire pour essayer de les contrer en disant ok, moi je pense que l'équipe de Chaudière-Appalaches, bon, ils vont essayer de faire un mixte fort. Alors, ça pourrait être de dire, bon, ben moi aussi, je vais faire un mixte fort, mais ça peut être aussi dire, je sacrifie mon mixte. Je vais mettre mes 2 joueurs qui sont peut-être pas mes meilleurs en mixte. Mais par contre, du coup, je vais essayer de renforcer mon simple et mon double. La stratégie, en fait, elle est là. C'est surtout quelles sont mes forces, quelles sont les forces de mon équipe, qu'est-ce que je peux leur demander au stade de la compétition, la fatigue. Est-ce que j'ai un joueur qui est un petit peu malade, donc lui, il faut peut-être que je le fasse jouer juste en double. Je ne vais pas le faire jouer en simple parce qu'il va se brûler. Donc c'est un peu l'ensemble, c'est quelles sont mes forces, puis quelles sont les forces et les faiblesses de mon équipe adverse. Et puis avec tout ça, ben, je vais essayer de faire le meilleur alignement possible. Bien, merci pour ces explications. Alors c'est ce qui termine la web diffusion du double mix de ce tournoi par équipe de badminton, la 55e finale des Jeux du Québec Drummondville hiver 2015. Jean Allard en compagnie de Christian Guibourg. Merci, mesdames, messieurs.